Bienvenue pour ce quatrième lundi de la transition que j'ai le plaisir d'animer. Je m'appelle Tariq Ghezali. Avant de commencer toute chose, donc j'invite ceux qui ne sont pas des intervenants à la table ronde à se mettre en micro et en vidéo mute pour éviter aussi de surcharger la bande passante. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette lundi de la transition numéro 4 autour de l'idée réconcilier le numérique et l'environnement, un pari marseillais. C'est un pari qu'on essaye de poser sur la table et d'entreprendre tous ensemble. On est ensemble pour 1h15 environ, avec une petite dizaine d'intervenants. On aura deux séquences. Une première séquence tournée autour des enjeux du numérique et de l'environnement, et une autre autour du numérique et société, numérique et liens sociaux. Et à chaque fois, à chaque fin de séquence, on vous invitera à poser quelques questions. Le temps est limité, donc on essayera de prendre les questions qui reviennent le plus, qui résonnent, qui résonnent entre elles, pour se focaliser sur 2-3 questions qui pourront être partagées avec nos intervenants. Donc je suis ici dans un cadre très bucolique, comme vous le voyez derrière. Je suis au LICA. Le LICA, c'est le laboratoire d'intelligence artificielle et collective. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est un super bel endroit qui est très, très humain, très nature. Avant de commencer, on a parlé des coquelicots et des œillets et des mimosas. Et donc, c'est 6000 m² au cœur de la ville de Marseille, dans le 4e, à Chute-la-Vie. Et c'est un très bel endroit qu'on vous invite à découvrir. Claire Demaison, une des cofondatrices, va présenter le LICA en quelques minutes avant de démarrer notre première séquence. En introduction, et c'est un peu l'esprit de cette conférence, de ce moment d'échange, on voulait poser un peu quelques paradoxes ou quelques contrastes qui nous semblent importants. Un paradoxe du numérique d'abord. Le numérique, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que le numérique, ça a un impact négatif, ça détruit de l'environnement, ça consomme beaucoup d'énergie. On parle de la 5G maintenant, ça consomme beaucoup de métaux rares, de métaux précieux. Les algorithmes des réseaux sociaux enferment les individus dans des bulles et dans des entre-soi, etc., etc., on le sait. Et en même temps, c'est un formidable levier de transition, d'accélération sur l'agriculture, sur le BTP, sur les transports. On y reviendra. Et donc, c'était un premier contraste qui est au cœur de l'échange. Le deuxième contraste qui nous semble intéressant, c'est celui de Marseille, évidemment, qui est à la fois une ville qui est une capitale mondiale, un hub des autoroutes de la donnée avec ces câbles sous-marins que vous connaissez et les data centers associés. Et puis en même temps, c'est une ville qui souffre d'une grande fracture numérique. On y reviendra dans la deuxième table ronde. C'est une ville qui est très active en termes de start-up technologiques, notamment dans le champ de la biotech, mais aussi des technologies de manière générale, et qui est en même temps une ville qui a une grande richesse d'innovation frugale, de débrouille, de système D, de low-tech, comme on dit. Et c'est aussi un autre paradoxe qu'on met sur la table pour démarrer. Et donc, évidemment, c'est comment on dépasse ces paradoxes. Et tous les acteurs qui interviendront pendant cette table ronde, pendant cette conférence, ils travaillent chacun à leur manière. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, comment dépasser ces paradoxes et comment réconcilier à la fois l'intelligence artificielle, l'intelligence du numérique, l'intelligence humaine, l'intelligence collective, et l'intelligence de la nature qui est là depuis bien plus longtemps et qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est au croisement de ces trois intelligences qu'on cherche un peu le chemin de la Cité des Transitions, qui est donc ce projet phare de la ville de Marseille pour la mandature et qui justifie, dans lequel se place ces lundis de la transition qui, chaque mois, réunissent des acteurs de terrain qui innovent et préparent et accélèrent la transition. Et donc, pour démarrer, Claire, si tu veux présenter en 1 ou 2 minutes le LICA et ce que vous faites avant d'enclencher la première séquence. Oui, merci Tariq. Et puis déjà, je suis ravie d'accueillir ce lundi des transitions au LICA, même si ça se fait ce soir via Zoom. Et j'espère que la prochaine fois, on pourra tous vous accueillir dans notre beau jardin. C'est vraiment la belle époque. Alors, le LICA, il accompagne aujourd'hui des entreprises et des citoyens justement à agir au cœur des transitions numériques, environnementales et sociales. Ça se traduit par de la formation, que ce soit en intelligence collective, à la coopération, à l'intelligence artificielle, même à du numérique pour tous. Ça se traduit par des accompagnements et on va dire au long cours, plutôt sous un format consulting, et tout un volet de fabrique de projets sur comment on peut travailler avec différents acteurs, que ce soit locaux ou internationaux, pour mettre en œuvre des projets tels que des projets européens ou des projets, on va dire, de terrain.
On porte également depuis plusieurs mois un projet de Tier Lab des transitions au Chute-la-Vie. Et je vous propose de vous emmener quand même un petit peu au cœur du LICA avec une petite vidéo. Et je vous souhaite un très bon lundi des transitions. Merci à tous. L'oasis, la ressource, la nature. La végétation, elle te parle, c'est trop bon, quoi. Il faut réussir à revenir vers cet état naturel. C'est le signe de liberté, quoi. À force de côtoyer bitume, voiture, téléphone, on reconnecte avec la nature, c'est trop bon. Ce lieu aide complètement à échanger. D'abord parce qu'il change le quotidien. Tout le monde sort de son petit confort et arrive dans un grand confort. Pour moi, c'est limite, j'exagère parce qu'on est à Marseille, mais le jardin d'Éden. Merci Claire, ça c'est du teasing. Donc, si vous voulez en savoir plus, Claire va mettre le site web et l'adresse aussi du LICA. Et n'hésitez pas à approfondir et à voir de plus près. Le LICA interviendra tout au long aussi de la table ronde, des tables rondes. Donc 2 séquences, une première séquence sur réconcilier le numérique et l'environnement, une deuxième sur réconcilier le numérique et la société, et une conclusion par Christophe Hugon, qui est élu à la ville de Marseille et conseiller municipal délégué à la transparence et à l'open data. Merci beaucoup d'être là et de suivre les échanges et qui conclura le débat et présentera un peu la vision de la ville de Marseille sur ce sujet. On salue aussi Sébastien Barle, qui est élu en charge à la transition écologique et qui pousse avec tous les élus le projet de cité des transitions. Donc, première séquence sur le numérique et l'environnement. Je le disais en intro, le numérique, a priori, ça détruit l'environnement, si on le dit très simplement et très, très rapidement. Et en même temps, ça peut être tout autant une formidable opportunité, un accélérateur de transition. Et pour en parler, donc, on a 2 intervenants. Olivier Rovellotti, qui est le fondateur et gérant de Natural Solutions, et qui va nous raconter un peu ce que fait Natural Solutions, mais le titre déjà est évocateur. Et Alain Assouline, qui est fondateur et président du réseau des écoles Webforce 3, école de numérique inclusive, et qui de plus en plus se positionne sur les métiers de la transition. Donc, on va commencer avec Olivier. Olivier Rovellotti, à vous la parole pour nous expliquer déjà en 1 minute ce qu'est Natural Solutions et quelle est cette idée des solutions basées sur la nature, avec peut-être un exemple concret qui peut illustrer ce que vous faites depuis des années à Marseille, mais aussi sur l'ensemble du territoire français. Alors, Natural Solutions, c'est une agence numérique qui est spécialisée dans la gestion de données de biodiversité. Aujourd'hui, on a inscrit ça comme étant notre raison d'être. On est sur une démarche d'entreprise à mission et on vise à mettre le meilleur des technologies au service de la biodiversité, au service des acteurs de la biodiversité. Il s'avère que donc on fait ça depuis environ une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est une trentaine quasiment de salariés, de collaborateurs. Et on construit des outils numériques principalement pour géoréférencer la fin du monde, je dirais. Donc c'est un petit peu malheureux, mais on constate que les acteurs de la biodiversité sont dans le constat de la disparition des espèces du vivant. Et donc on mobilise tout un tas de technologies, aussi bien sur les sciences participatives, donc en demandant aux citoyens de collecter des données d'observation naturaliste. On donne des outils aussi aux professionnels qui vont recenser les données de faune, de flore. Et puis aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des données de capteurs, donc pour mobiliser l'IA, pour analyser notamment… IA, intelligence artificielle. Intelligence artificielle, voilà. Pour analyser donc des flux qui proviennent de capteurs, donc capteurs son, capteurs photo, capteurs vidéo, capteurs ultrasons, capteurs infrarouges, etc.
Donc, tous ces capteurs satellitaires aussi peuvent nous faire remonter des données sur l'état de la biodiversité. Un exemple concret récent ou ancien sur pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Alors là, on travaille sur plusieurs projets dans le cadre du Hack for Nature. C'est un grand hackathon virtuel qui s'étale sur un an, qui est piloté par le Donut InfoLab, qui est un laboratoire d'expérimentation autour de la donnée. Et puis Christophe pourra vous en reparler à la fin. On travaille aussi avec la mairie de Marseille autour de la pollution lumineuse. Mais donc dans le cadre de ce premier challenge sur la pollution lumineuse, on est en train de prototyper un capteur, un piège lumineux qui donc émet des infrarouges. Dans l'infrarouge, les papillons de nuit sont attirés par des lampes infrarouges et ensuite on va mettre devant cette lampe infrarouge un vieux téléphone qui pourra prendre une photo tous les quarts d'heure et ensuite faire remonter des photos de lépidoptère, donc de papillons de nuit, à une intelligence artificielle qui peut ensuite analyser ces images et nous dire combien de papillons restent à peu près sur la parcelle. Donc ça peut être appliqué à de la biodiversité urbaine, ça peut être appliqué à de l'agriculture qui voudrait progresser dans une logique de transition. Ça peut être aussi appliqué à une étude d'impact ou une réhabilitation d'un site. Voilà. Et quand on préparait la conférence, vous me disiez que la nature était trop complexe pour pouvoir la comprendre juste avec de l'intelligence humaine et qu'on avait besoin du numérique finalement pour comprendre cette intelligence de la nature qui est tellement puissante et développée, qu'il y a tellement de choses à nous apprendre, mais que justement, si on dit le numérique sert à quelque chose par rapport à l'environnement, ça sert déjà à le comprendre. Oui, je pense que ça sert à saisir la complexité. Hein. Donc, on parle aujourd'hui de ces fameuses solutions fondées sur la nature. On est au tout début d'une nouvelle ère qui va mobiliser les technologies issues de la nature. On commence à peine à comprendre ces enjeux-là. Et donc, l'idée, c'est de mieux comprendre ce que nous offre la biodiversité pour pouvoir le mobiliser sur des problématiques. Alors, un exemple concret, ce serait les pollinisateurs. Ça, voilà, c'est tout bête. Ou alors les îlots de chaleur en ville. Hein, on voit qu'un réintroduire du végétal, ça permet de rafraîchir la ville, tout simplement. Mais il ne suffit pas simplement de réintroduire du végétal. Il faut réintroduire une biodiversité qui soit globale, parce que sinon, ces arbres pourront être dépérissants et ça peut être assez négatif. Voilà. Et une des raisons de l'effondrement possible ou en cours de la biodiversité, c'est justement la difficulté à assurer de la biodiversité, c'est-à-dire assurer la présence d'espèces très différentes au même moment, au même endroit. Et c'est aussi ça que le numérique c'est là que le numérique peut aider et être utile. Ouais, ben, sur notre plateforme Ecoteka qui vise à recenser tous les arbres du monde, on a 14 millions d'arbres. Sur la plateforme GBIF, on a 2,5 milliards, je crois, d'observations naturalistes, d'occurrences de taxons, c'est-à-dire des gens qui ont dit « j'ai vu ça à tel endroit ». Donc là, pour l'espèce humaine, on n'est pas capable de gérer ce genre de volumétrie, ce genre de données. Et il ne faut pas, je pense, en y réfléchissant, avoir peur de ce phénomène. C'est quelque chose qui a commencé avec la calculatrice et qui a commencé, moi j'ai 50 ans bientôt, et donc ça fait 40 ans que je fais de l'informatique, je commençais à 10 ans, et donc depuis 40 ans, eh bien, on voit que la capacité de calcul, les capacités de stockage la puissance algorithmique est appliquée à tout un tas de domaines. Donc on est dans la continuité de ce processus et on a absolument besoin de ces capacités de stockage, de ces capacités de calcul pour pouvoir appréhender la complexité des phénomènes naturels et potentiellement pouvoir les réappliquer à nos problématiques. On est encore dans une ultra-simplification dans l'agriculture ou dans d'autres domaines et on a besoin d'avoir une taxonomie beaucoup plus complexe, d'attaquer beaucoup plus d'espèces pour pouvoir les mobiliser sur des problématiques. Merci beaucoup. Donc, le numérique est un formidable outil pour mieux comprendre la nature et développer des solutions basées sur la nature et aussi pour mieux analyser la biodiversité, la protéger et permettre la poursuite du développement des espèces. On reviendra dans les échanges sur éventuellement s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer sur le fil de discussion. Et comme je disais au début, pour ceux qui sont arrivés en cours, on prendra 2-3 questions à la fin de la première séquence. Si vous avez des questions à Olivier Rovellotti, donc qui a son site Natural Solutions,
Toujours sur l'idée que le numérique, qui est à la fois un risque, mais peut-être une chance aussi sur l'environnement, mais du réseau des écoles Webforce 3, qui sont des écoles inclusives qui forment au métier du numérique à destination de tout le monde. Et donc, on y retrouve aussi bien des jeunes, des gens plus âgés. Vous pointez le fait qu'il y avait seulement 11% de femmes dans les formations de code, et donc de développer la parité aussi dans ces formations-là, l'accessibilité des personnes handicapées, etc. Donc, c'est des écoles qui marchent très bien, qui se développent partout en France. Peut-être en dire un mot aussi sur ce que vous faites au niveau national et à Marseille en particulier, dans le cadre de ces écoles. Oui, Tariq, alors c'est 11% de femmes qui travaillent dans les métiers du numérique. On essaye dans les formations justement d'inverser cette tendance-là. Rapidement, Webforce 3, c'est un réseau d'une cinquantaine d'écoles, implanté dans une cinquantaine de territoires qui forment au métier du numérique. Au départ, on a créé cette école en se disant, il y a le numérique, c'est des métiers en tension, c'est-à-dire que quand j'ai créé l'école en 2014, on parlait de 30 000 postes à pourvoir. Et donc, l'idée, c'était de dire, comme c'est des métiers en tension, ça peut permettre de faire de l'inclusion sociale en allant chercher des personnes qui sont sorties du système, en les formant avec des méthodes pédagogiques innovantes, sur des formations courtes, avec du blended learning, enfin on a en pédagogie active, en utilisant le numérique pour faire de la pédagogie inversée, etc. C'est-à-dire on a mis en place tout un ensemble d'approches innovantes pour pouvoir former des personnes, en général des décrocheurs scolaires avant ou après le bac, des personnes qui avaient perdu leur emploi ou qui étaient, par exemple, les personnes en situation de handicap. La moitié des personnes en situation de handicap sont au chômage. Donc, on a essayé d'aller chercher tous les publics fragiles en leur disant le fait que les métiers du numérique soient en tension, c'était une vraie chance pour pouvoir leur permettre d'avoir un emploi. Alors, on l'a fait à l'époque, on était parmi les premiers. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles et maintenant, d'ailleurs, même avec toutes ces écoles qui ont été créées, c'est plus 30 000 de postes à pourvoir dans les métiers numériques, c'est 80 000. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, le problème n'est pas résolu. Et c'est pour ça qu'on a depuis l'année dernière, on a commencé à ouvrir des CFA du numérique, parce qu'on pense que la seule façon de pouvoir résoudre ce problème du manque de talent dans les métiers du numérique, c'est aussi d'adresser la formation initiale et l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est aussi très inclusif parce que c'est un salaire, c'est une entrée dans l'entreprise, etc. Voilà. Est-ce que merci pour l'introduction. C'est 6 000 élèves par an à peu près, je crois. Oui, voilà. Sur toute la France, on a formé 6 000 personnes depuis qu'on existe. Voilà. En ce moment, il y a 1 000 personnes, 1 millier à peu près, qui sont formées en ce moment, dont la moitié sont en apprentissage. À Marseille, on en a formé très exactement 378 depuis qu'on a ouvert. Et en ce moment, il y a une centaine de personnes qui sont en formation chez nous à Marseille. Et vous êtes là parce que, en effet, vous allez nous le raconter, mais finalement, vous constatez la même situation sur les métiers de l'environnement liés à la transition, alors environnement et numérique, c'est-à-dire des métiers en tension, les mêmes situations que celles que vous constatiez il y a quelques années sur les métiers de code et de développement web. Et donc, vous dites, finalement, ce qu'on fait et qui marche sur le numérique, on pourrait le faire et on va le faire sur les métiers de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, voilà? Alors, l'idée, c'est que, on a même des chiffres qui sont… on parle de 900 000 postes qui vont être créés sur les métiers de la transition écologique, donc d'ici 2050. Donc, on va avoir, comme toujours, dans une transition, il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont être créés. Et souvent, les métiers qui sont créés, c'est ce qui s'est passé avec le numérique. Les métiers qui sont créés, il n'y a pas dans les filières traditionnelles de formation, les écoles et les universités, etc.,
il n'y a pas de formation adaptée à ces métiers qui émergent. Et c'est ce qui s'est passé avec le numérique, c'est-à-dire qu'on a dans les filières traditionnelles, on a un retard énorme par rapport à la réalité des technologies qui arrivent et qui sont d'ailleurs changeantes et qui émergent avec des nouvelles technologies à chaque fois, etc. Donc on pense que sur les métiers de la transition écologique, on va avoir le même type de choses. D'ailleurs, on voit émerger des écoles qui se situent sur cette question de la transition écologique et qui commencent à proposer des formations parce que le secteur traditionnel n'arrive pas à en produire. Un exemple, ouais, allez-y. Nous, on s'est dit que on va être on va pouvoir apporter quelque chose dans ces métiers qui vont émerger, qui vont être les métiers où le numérique va se mettre au service de la transition écologique. Et on voit déjà que dans le bâtiment, dans l'urbanisme, dans l'agriculture, sur tous ces sujets-là, on commence à voir comment le numérique peut être mis au service de la transition écologique. Et c'est sur ces métiers-là qu'on veut travailler. Alors, un exemple dans l'agriculture, là, vous aviez peut-être un exemple à proposer pour illustrer le type de métier? Dans l'agriculture, alors agriculture ou autre, est-ce qu'on peut illustrer, quand vous dites qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent dans le champ de l'agriculture ou dans le champ de la transition, est-ce qu'on peut illustrer par un exemple? Typiquement, dans l'agriculture, l'utilisation des capteurs miniatures à faible coût et l'exploitation de grandes bases de données, ça va trouver énormément d'applications massives dans le domaine agricole. Ça va permettre aux agriculteurs des capacités inédites de diagnostic et d'aide à la décision et à l'automatisation. Par exemple, la mise en réseau d'appareils connectés, ça permet de renforcer les capacités de diagnostic. En la détection de la présence de mauvaises herbes dans les champs par des drones équipés de capteurs, la mesure de la température et de l'humidité du sol avec des capteurs connectés installés dans les champs. C'est des choses similaires à ce dont parlait Olivier tout à l'heure. Et puis aussi l'alerte de présence de ravageurs avec aussi des pièges connectés. Alors, et puis des outils d'aide à la décision qui peuvent reposer avec ces capteurs sur le traitement des données qu'on va récupérer. Ça va permettre aux agriculteurs d'adapter des doses d'engrais aux besoins réels de chaque parcelle en générant une économie d'engrais et en réduisant le risque de surfertilisation et aussi d'optimiser l'usage de l'eau à des fins d'irrigation. Et puis aussi la robotisation. Alors, c'est surtout les drones, mais aussi des drones qui sont des sortes c'est pas des drones volants, qui sont des drones qui roulent et qui peuvent permettre de désherber considérablement l'utilisation d'herbicides. Donc, nous, l'idée, c'est que très probablement, une des formations qu'on va mettre en place pour répondre à ce besoin de l'agriculture, c'est une formation d'IoT Maker qui serait adaptée au secteur agricole. Voilà, ça c'est un exemple, mais on va retrouver des choses similaires dans le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment, il y a déjà une révolution en cours avec le numérique, avec ce qu'on appelle le BIM, le bâtiment intelligent. Et nous avons d'ailleurs déjà une formation depuis quelques années de Modeler BIM qui permet d'avoir cette maquette 3D sur le cloud dans laquelle on associe à la maquette 3D toutes les données qui concernent le bâtiment et qui vont permettre aussi d'avoir une maîtrise de l'utilisation de l'énergie, de l'utilisation des moyens qui sont mis en œuvre. Donc, mais en réalité, nous, on va être plutôt sur cette approche-là, mais ce qu'on voudrait au sein d'un CFA des transitions, c'est d'avoir à la fois nos formations au numérique, purement celles qui existent, qui sont les formations de codeurs, les formations de techniciens systèmes et réseaux, de cybersécurité, les formations en marketing digital, des formations qui sont à la rencontre du numérique et de l'écologie, et y compris des formations sur les questions autour de la sobriété numérique. Et
pour que le numérique utilise moins d'énergie. Mais aussi, on pense qu'il faut aussi qu'on soit à la rencontre de formations, et c'est là d'ailleurs que nous avons rencontré l'association Être, qui est une école de formation au métier de la transition énergétique, de la transition écologique, où il n'est pas question numérique, où il est question de tous ces métiers qui vont exister par ailleurs. Et on pense qu'il faut essayer de réunir un CFA qui rassemble toutes ces transitions-là. Merci beaucoup. Donc, un CFA des transitions qui pourrait s'articuler avec la Cité des transitions, qui vise tous les métiers de la transition. Vous avez parlé de 900 000 opportunités d'emploi, y compris des nouveaux emplois qui n'existent pas, et on en a cité sur l'agriculture et le bâtiment, et qui va s'adresser, comme vous l'avez fait sur le numérique, à des Bac+2, Bac+3, ou voire avec moins de qualifications, et mélanger les compétences et avec des pédagogies un peu différentes qui fonctionnent et qui sont efficaces et que vous avez pu éprouver sur le numérique, avec, je crois, seulement 1% de décrochage. Ce qui est important, c'est que, je finirai là-dessus, parce que ce qui est très important, c'est qu'en fait, ce qu'on va rencontrer avec la transition écologique, c'est qu'on le voit déjà, c'est-à-dire les formations qui existent et les diplômes qui existent sont plutôt à des niveaux Bac+5. On trouve sur des niveaux Bac+2, Bac+3, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer, parce que c'est de ces personnes-là dont on va avoir besoin massivement pour opérer cette transformation. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur donc le numérique, une chance pour l'environnement, à la fois à travers les métiers, la formation qui peuvent être développées et créer de l'emploi, le numérique comme un outil puissant pour mieux comprendre la nature et protéger la biodiversité. Olivier, si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Alain ou prolonger, n'hésitez pas. Et on regarde s'il y a des questions qui arrivent. Je trouve qu'effectivement, c'est hyper intéressant de mélanger le numérique et métier de la transition. Après, effectivement, il s'avère que ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis un certain nombre d'années. Il y a un enjeu de data pur et dur qui est de travailler sur de l'open source et sur de l'open data aussi et surtout pour les données de biodiversité, mais aussi les données de pollution et aussi les données de qualité de l'air, données de pollution lumineuse, etc. Il y a un enjeu d'algorithmique où il faut effectivement mobiliser de l'open source pour être plus efficient sur l'écriture du code et la réutilisabilité du code. Et puis, il y a un enjeu IA, hein, forcément, et peut-être qu'Audrey pourra en reparler, sur lesquels on peut aujourd'hui, avec du machine learning, de l'apprentissage automatique, faire des choses à une machine qui n'était pas forcément possible il y a quelques années. Et les progrès pour nous, hein, sur la taxonomie, sur la détection d'espèces automatiques, sont assez faramineux. Et ça permet donc, sur des groupes orphelins où on n'avait plus d'experts, on a très peu de taxonomistes sur des lézards, certains groupes botaniques, où on peut apprendre à la machine, avec des datasets de photos importants, à déterminer automatiquement ces espèces. Voilà. Et ça, c'est quand même particulièrement intéressant parce qu'on manque encore beaucoup de données sur ces groupes orphelins. Merci. Claire ou Audrey du LICA, sur l'aspect environnement et numérique. Alors, c'est très technique. Hein, tous les éléments qui sont pointés sont très techniques et on imagine qu'il y a énormément d'intelligence derrière. Est-ce que vous voulez prolonger ou faire écho à un projet concret que vous menez qui peut parler à un public plus large? Alors, on peut peut-être parler du projet on a déposé avec le CNRS dans le cadre d'un Green Deal où on réfléchit, et ça fait un moment au LICA qu'on y réfléchit, à une crypto-monnaie sociétale et comment cette crypto-monnaie peut encourager des nouveaux comportements ou en tout cas encourager des nouveaux gestes liés justement à la préservation de la nature. Voilà, donc ça c'est un des projets qu'on aimerait pouvoir mettre en œuvre et peut-être même tester déjà à Marseille. Je pense que ça serait un super laboratoire de comment, via une nouvelle façon d'encourager, comment on pourrait quelque part rétribuer et rendre beaucoup plus visible tout l'aspect du bénévolat aussi qu'il y a aujourd'hui sur préserver la biodiversité. Donc, je pourrais mettre un lien, en tout cas, sur ce projet. Merci beaucoup. Une question sur est-ce que tout ça, finalement, ce n'est pas simplement adapter un système
tel qu'il est aujourd'hui, mais qui pour beaucoup court à sa perte. Est-ce que ce n'est pas une justification finalement du système plus qu'autre chose? Et est-ce que ces technologies dont on parle, on a parlé des drones par exemple sur l'agriculture, ne portent pas en elles des conséquences plus négatives et qui fait qu'il faudrait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Je caricature, mais je mets un peu de provocation et je pense que c'était le sens aussi de la question. Très rapidement, si Olivier ou Claire ou le LICA ou Alain veulent réagir à ça. Moi, en 2 mots, hein, je pense que de toute façon, toute technologie, la science elle-même, c'est toujours un enjeu, la façon dont on l'utilise. Donc, il ne faut surtout pas l'abandonner à ceux qui veulent l'utiliser à des mauvaises fins. Il faut justement s'en saisir. Et l'idée, c'est de se dire comment on s'en saisit. Et pour s'en saisir, il faut non seulement, évidemment, le défendre comme citoyen, mais il faut former des personnes qui seront en capacité de s'en saisir et les former dans toutes les… justement, et avoir une approche sociale de ça, que ça ne soit pas réservé à une élite. Donc, moi, je défends toujours cette idée… c'est sûr que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais il faut vraiment qu'on se dise que le numérique, l'utilisation du numérique est un enjeu et ne pas le laisser de côté. Merci. Le mot de la fin là pour cette première séquence, Olivier ou Claire ou Audrey? Pour appuyer Alain, peut-être c'est ce qui nous avait permis, nous, au LICA, de se créer, c'était de se dire comment, en fait, on met beaucoup d'intelligence collective et comment on peut créer ces outils numériques en intelligence collective, c'est-à-dire en arrivant à avoir beaucoup plus de parties prenantes et beaucoup plus de citoyens dans la co-construction de ces outils pour pouvoir déjà tester ces usages et voir où on avait réellement besoin du numérique. Voilà. Peut-être Audrey, si tu veux, je voyais que tu voulais intervenir aussi, je te laisse appuyer. On en reparlera avec Audrey dans la deuxième séquence. Oui. Olivier, un dernier mot. Et aussi l'impact environnemental du numérique, on n'en a pas parlé, mais on parle de la 5G, on parle de la consommation d'énergie, etc., etc. Oui, le numérique peut être producteur de polluants, hein. On le voit bien, il y a des données qui résistent sur les serveurs dont plus personne n'utilise. On a tendance à faire beaucoup trop de photos d'un peu tout et n'importe quoi et à stocker ça sur des clouds sans trop savoir exactement à quoi ça doit nous servir. Donc, il faut effectivement réfléchir à cette pollution numérique. Mais ne pas utiliser cet outil pour le formidable challenge qui s'ouvre à nous dans les années qui viennent, qui est d'essayer de transformer la société, d'essayer de réussir ce pari, d'avoir une trajectoire un peu plus soutenable. En tout cas, même si ça paraît aujourd'hui quasiment impossible, mais ça serait comme se couper un bras, ça serait s'amputer d'une certaine forme d'intelligence. Donc, il faut utiliser tous nos outils, l'intelligence collective, l'intelligence artificielle et aussi les données numériques, les données ouvertes, pour réussir ce pari. Parce que ce pari, ce challenge qui s'ouvre à nous, il est colossal, il est monstrueux. Et donc, on a besoin de tout le monde, de tous, et de toutes nos technologies et toutes les technologies de demain. Voilà, c'est en tout cas le pari que j'ai fait. Merci Olivier. On y reviendra encore dans l'autre moment dédié aux questions-réponses. Il y a une question aussi sur l'usage du numérique par la ville de Marseille, dans ses compétences et dans son action au quotidien. Et Christophe Hugon, je pense, en parlera à la fin, en tant qu'élu délégué à l'open data et à l'usage des données. On va enchaîner sur la deuxième séquence qui complète un peu la vision environnementale avec la vision sociétale, sociale, donc numérique et société. Là aussi, on voit que le numérique pose un certain nombre de contraintes, de difficultés à la société, à la fois en termes d'exclusion, donc de plus en plus de gens sont exclus de l'usage du numérique, mais aussi en termes de lien social et à travers les réseaux sociaux, évidemment, qui ont tendance, on le sait, via les algorithmes, à enfermer les personnes dans des communautés un peu fermées et d'autres conséquences sur le lien social. Et donc, c'est toujours cette ambivalence dont on va parler, parce qu'en même temps, le numérique, c'est aussi un formidable outil. Et on va commencer cette première table ronde avec Lilan Chris Cuolo, de Emmaüs Connect, et qui agit justement activement contre la fracture numérique en mobilisant tous les acteurs du numérique. Lilan, je vous laisse nous raconter Emmaüs Connect, son action et sa mission, avant de rebondir. Merci Tariq. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lilan, je travaille chez Emmaüs Connect en tant que responsable de l'antenne de Marseille. Donc pour vous resituer un petit peu nos actions, on travaille sur la question de la fracture numérique. Donc on parle beaucoup de transition numérique, mais pour qu'elle soit réussie, il faudrait que cette transition soit plus égalitaire et embarque tous citoyens et toutes citoyennes.
Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui restent à l'écart de ces outils, de la maîtrise Internet, de l'accès à tous les services dématérialisés quotidiens via le numérique. Très récemment, avec la crise sanitaire, on a beaucoup mis en avant cette question de la fracture, même si elle existe depuis plusieurs décennies, notamment pendant les vagues de confinement, avec tout ce que ça a pu causer en situation d'isolement social, en décrochage scolaire ou autre. Donc, il y a encore à peu près 13 millions de Français aujourd'hui qui se disent exclus du numérique. Donc, qui sont ces personnes qui sont éloignées des outils? C'est vraiment des profils assez variés. On retrouve forcément des personnes assez âgées avec une fracture plutôt générationnelle. On va avoir des personnes qui résident plutôt dans les zones blanches et zones rurales, mais aussi des personnes peu diplômées, des personnes modestes. Il y a une forte corrélation entre exclusion numérique et précarité sociale. Donc, c'est des publics avec qui nous, on va travailler tous les jours chez Emmaüs Connect. Donc, pourquoi cette fracture déjà persiste un petit peu depuis quelques années, malgré tous les progrès technologiques? C'est parce qu'il y a encore beaucoup de freins qui sont présents chez ces personnes et qui, des fois, se cumulent. Il y a des freins liés au manque de compétences. Donc, on parle aujourd'hui de 17% de Français qui sont en situation d'électrophonisme, c'est-à-dire des personnes qui sont incapables d'utiliser des outils numériques pour leurs besoins quotidiens. On a aussi des personnes qui ont des problèmes d'accès du fait du coût de l'équipement, du coût de la connexion qui reste encore trop élevé pour certaines familles, certains foyers. Donc là, ça représente à peu près 8 millions de Français qui ne peuvent s'acheter leur propre équipement ou une connexion on va dire digne à leur domicile. Et enfin, il y a tous les problèmes plutôt qui sont liés à des freins psychologiques, à la peur du numérique, la peur de l'inconnu, le besoin d'être rassuré face à ces différents outils. Donc ça, c'est des freins sur lesquels on va travailler auprès des publics chez Emmaüs Connect. Donc, en quelques mots, nous, on est une association qui fait partie du mouvement Emmaüs. On est une association nationale. On a aujourd'hui 14 antennes en France, dont 2 à Marseille. On travaille en fait tous les jours sur cette question d'inclusion numérique auprès des personnes qui cumulent précarité sociale et précarité numérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour répondre à ces problèmes-là? C'est bien, vous faites les questions, les réponses, c'est parfait. C'est ça. Je vous facilite un peu la tâche. Ouais, c'est cool, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup pour accompagner ces publics? On travaille vraiment sur trois missions, à la fois l'équipement, la connexion et l'accompagnement sur les usages numériques. Donc, tout le volet équipement, en fait, donc ça vise à répondre à ce besoin quand on a peu de ressources, comment on peut accéder à un outil à petit prix. Donc, on travaille avec des entreprises pour récupérer du gisement, du matériel inutilisé. On le fait reconditionner, on le remet à disposition à petit prix pour ces publics en situation de précarité. Sur le volet plutôt connexion, on travaille avec l'opérateur SFR pour permettre à tous d'avoir accès à de la téléphonie et à l'Internet à petit prix, notamment chez les personnes qu'on accompagne qui sont non bancarisées, non domiciliées, qui ne peuvent pas avoir accès aux abonnements un peu classiques comme la plupart des citoyens. Et enfin, sur le volet accompagnement, on met en place des ateliers qui sont vraiment ouverts aux grands débutants qui découvrent complètement le milieu du numérique et qui vont prendre plusieurs heures, voire plusieurs mois, des fois, pour acquérir toutes ces compétences un peu de base. Donc, vraiment, on est sur les premières briques d'inclusion, comment on crée une adresse mail, comment on fait des recherches Internet et petit à petit, comment on peut accéder à ses droits ou au numérique pour son loisir. Donc, voilà un petit peu les actions. Est-ce que vous avez des éléments sur combien de personnes ça concerne à Marseille? Vous avez donné les grands chiffres nationaux qui sont impressionnants. Est-ce qu'il y a des éléments sur de combien de personnes on parle? Quelle est l'ampleur du défi à relever collectivement? Je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Alors, je n'ai pas d'éléments vraiment chiffrés sur Marseille. Il y a plutôt des études au niveau national qui ont été menées. Après, Marseille, c'est quand même une ville avec une population qui connaît beaucoup de difficultés économiques, de difficultés d'insertion. Donc, comme la précarité est un peu reliée et corrélée avec l'exclusion numérique, il y a également beaucoup de problèmes de fracture numérique à Marseille aussi. Merci. Alors, une des vocations aussi des lundis de la transition, c'est de mettre en lumière des acteurs de terrain qui font un boulot remarquable. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait une volonté de mettre en avant Emmaüs Connect, qui fait un boulot remarquable et qui a besoin de vous pour agir. Et on voulait aussi faire un appel vous êtes nombreux là, donc aux personnes. Lilan, si vous voulez le faire,
allez-y, sinon je le fais à votre place. Mais que vous soyez entreprise, que vous soyez citoyen, que vous soyez structure sociale de proximité, vous pouvez agir et contribuer avec Emmaüs Connect. Et ça nous semblait, au-delà des grands débats philosophiques, intéressant aussi à pointer sur faire ici et maintenant, c'est possible. Oui, bien sûr. En fait, chacun peut agir un petit peu à son niveau. Déjà, en tant que citoyen, c'est important d'avoir en tête toute cette question de la fracture numérique et c'est très facile de s'engager, de pouvoir accompagner des personnes qui sont dans cette situation-là, parce que c'est des connaissances qui sont apportées de tous. Donc, nous, on accueille très régulièrement des nouveaux bénévoles qui ont envie d'accompagner, de partager du temps auprès de ces personnes éloignées du numérique. Au niveau des entreprises, des institutions, il y a plusieurs projets qu'on peut travailler ensemble, plusieurs actions, mais il y a cette question de l'équipement qui revient depuis quelques mois de manière assez massive. Donc, nous, on appelle toutes les entreprises à se demander où va leur matériel qui est utilisé, à qui il est finalement destiné et pouvoir en faire bénéficier ces publics-là. Et les structures sociales également sont des partenaires assez importants de l'association. Il y a à peu près 200 structures à Marseille qui travaillent avec nous et c'est les aidants sociaux, les travailleurs sociaux qui sont les premiers en fait à diagnostiquer les besoins des personnes éloignées du numérique et donc ils peuvent nous réorienter leur public pour qu'on les accompagne. Donc, je suis citoyen, je suis à l'aise avec la bureautique, l'informatique. Je peux venir passer 2 heures avec les publics que vous suivez pour partager, pour échanger, mettre à l'aise et apporter un peu une connaissance, partager une connaissance. Je suis entreprise ou acteur public. Alors, c'est quoi que vous cherchez? Des téléphones, des ordis, des smartphones? Non, je vais faire mon marché. Ouais. Non, on cherche des smartphones, des ordinateurs portables et des tablettes. C'est les principaux outils qui sont demandés aujourd'hui. Très bien. Et si vous êtes une structure sociale donc engagée en proximité avec des publics en difficulté, il y en a déjà 200 qui travaillent avec Emmaüs Connect. Si vous voulez rejoindre et que vous avez besoin d'équipements informatiques, vous pouvez vous connecter. Donc le site, on l'a remis là dans le fil, emmaüsconnect.org/Marseille. Merci beaucoup, Lilane. On va continuer sur cet aspect numérique et société. Il y a un débat très intéressant qui est lancé sur l'ordinateur vert est-il possible dans le fil de discussion. Donc c'est un bon sujet. Peut-être qu'on l'inventera à Marseille. Certains pensent que non, d'autres que oui. Et c'est un vrai défi. Je vous laisse imaginer le taux de consommation d'énergie qu'on a là ne serait-ce que ce Zoom, qui peut être aussi significatif. Si quelqu'un sait le calculer et qui nous passe l'info, mais on est toujours dans cette ambivalence et cette contradiction avec laquelle on avance et qui fait un peu notre humanité aussi. Alors, je vais donner la parole toujours pour poursuivre sur numérique et société, à Edlira Nano, qui est membre administratrice de 2 associations très actives sur le numérique et la société, sur les libertés numériques, qui défendent les libertés numériques et le logiciel libre, donc April et la Quadrature du Net, et qui va expliquer le sens de son engagement, qui a réagi aussi sur les premiers éléments qui étaient dits en première table ronde, si elle veut rebondir, elle est la bienvenue, et qui se bat, si je résume, pour un numérique qui libère les individus plutôt qu'un numérique qui les enferme, que ce soit à travers les libertés numériques ou le logiciel libre. À vous, Eda. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Ok, donc je suis Eda, je suis informaticienne, développeuse et j'œuvre donc au sein de l'April, l'Association nationale de promotion et de défense du logiciel libre. Et je suis aussi membre de la Quadrature du Net, qui est aussi une association nationale de défense des libertés numériques. Donc, j'ai la chance d'être aussi citoyenne marseillaise, donc je vais essayer le plus possible d'illustrer mon propos avec des exemples marseillais pour que ce soit plus clair. Donc, le logiciel libre et plus généralement la culture libre que nous défendons au sein de l'April et de la Quadrature du Net, on les connaît plus généralement sous le terme de open source. Le terme anglais, moi je préfère le très joli terme français logiciel libre parce qu'il fait référence pas justement à l'ouverture du code source et à la liberté d'utilisation, de modification et de partage du logiciel et du code comme si c'était en fait des biens communs. Donc, c'est important de parler de biens communs parce que justement, la culture du libre en général, pas juste le logiciel libre, vont essayer en fait de construire des choses pour le bien de tous, en dehors en fait des intérêts économiques de certains monopoles ou de certaines entreprises. L'idée est que nous co-construisons ensemble des choses pour notre bien et pour nous servir nous. Donc, vous avez tous des logiciels libres autour de vous. En fait, souvent, ils sont un peu cachés.
parce que nous n'avons pas autant de moyens pour faire de la publicité et de la communication autour que les grands acteurs. Donc, vous avez par exemple tous dans vos téléphones Android un petit noyau Linux. Nous avons tous dans nos box, dans les maisons, un noyau Linux qui est en fait le premier système opératoire libre et qui est à la base de beaucoup d'objets embarqués, en fait. Donc, autour de ce Linux-là, nous avons aussi des logiciels et des interfaces graphiques, etc., que vous utilisez tous. Nous sommes aujourd'hui sur Zoom, qui est un logiciel propriétaire et qui a été décrié à plusieurs reprises et dont il y a quelques jours pour ses fuites de données et pour sa non-protection des données personnelles. Donc, c'est dommage parce qu'il existe des logiciels libres alternatifs, comme par exemple Jitsi Meet ou comme par exemple Big Blue Button. Pour vous donner un exemple, j'anime un cours qui s'appelle Éthique numérique à l'école centrale de Marseille. Et il y a une excellente équipe qui est une école publique. Hein. Donc, il y a une excellente équipe de DSI, de direction de système d'information, que je salue d'ailleurs, qui a mis en place pour l'école un ANT, environnement numérique de travail, basé sur des logiciels libres qui sont Moodle. Nous avons pour les élèves du coup de la vidéoconférence sur Jitsi, un autre logiciel libre. Nous faisons des cours à distance avec Big Blue Button et nous avons un partage de documents avec Nextcloud au lieu c'est un peu l'équivalent de Google Docs ou Dropbox pour ceux qui connaissent mieux les alternatives propriétaires. Et donc, c'est possible. Nous pouvons faire cours avec beaucoup d'étudiants à la fois sur ces outils-là. Et en tant que libriste, on va dire, et informaticienne, ça fait peut-être 10 ans que je ne vois plus d'outils propriétaires. Et ni moi, ni autour de moi, ni dans ma famille, donc c'est possible de passer à des alternatives. Donc ça, c'est pour ce qui est du logiciel libre, de l'ouverture, etc. Donc je voulais aussi parler un petit peu de la défense des libertés numériques. Nous défendons les libertés numériques au sein de la Quadrature du Net. Nous sommes très actifs, notamment avec Technopolis, qui est une campagne lancée par la Quadrature du Net en septembre 2019, qui vise à analyser, documenter et pour mieux lutter contre des dispositifs non respectueux de la vie privée, qui sont les dispositifs de surveillance et de technologie de surveillance. Donc, je vous invite à aller sur le site internet. Je vous mettrai tout à l'heure tous les liens sur le chat. Je vais vous illustrer mes propos par l'exemple de la Smart City de Marseille, qui développe en fait un projet qui s'appelle l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique, qui est un projet en fait qui vise à croiser un tas de données issues par des acteurs privés et publics. Donc, c'est un projet qui a été lancé en décembre 2017, qui a été emporté par l'entreprise Engie Ineo, le marché. L'idée, en fait, c'est d'analyser ce qui s'est passé hier, donc je cite, d'apprécier la situation actuelle et d'anticiper la situation future. Donc, on va en fait croiser un tas de données issues des hôpitaux publics, issues des caméras de vidéosurveillance de la ville, issues de la DGSEC, Délégation Générale de la Sécurité de la Ville de Marseille. C'est celle qui reporterait les mains courantes, les verbalisations, etc. Et aussi des données issues des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, hein, mais aussi les réseaux de la ville, l'application de la ville de Marseille. Donc, l'idée, c'est d'analyser ces données pour prévoir donc le futur. Donc, ces dispositifs-là, nous les avons un petit peu analysés, documentés au sein de la Quadrature du Net. C'est ainsi que nous avons, par exemple, en ce moment, un recours contre le système de vidéosurveillance automatisé de la ville de Marseille, qui s'avère qu'il ne respecte pas la RGPD, selon les dires même de la CNIL. Donc, je vous mettrai le lien tout à l'heure sur le chat pour que vous puissiez voir un peu le rapport de la CNIL. Donc, la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Elle s'occupe justement de voir si les dispositifs technologiques informatisés que nous mettons en place protègent suffisamment les libertés individuelles, les libertés fondamentales, si elles sont conformes à la RGPD, Réglementation Générale Protection des Données, qui est en fait une réglementation européenne
très intéressante, très protectrice et qui, pour la première fois, en fait, a vraiment mis en avant les libertés fondamentales sur nos données personnelles, nos données numériques. Merci, c'est important, donc. Ouais. Non, mais finissez juste, oui, je voilà, rebondis. je finis là-dessus pour dire que ce procès est en cours et c'est très important, en fait, parce que nous demandons, à travers ce procès, une transparence totale, en fait, sur ces algorithmes-là, sur la situation du numérique aujourd'hui à Marseille. Et je remercie d'ailleurs M. Barle de nous avoir invités aujourd'hui parce qu'il est très important que dans un tel événement, nous avons une parole des associations, car nous sommes la société civile, nous n'avons pas d'intérêt économique à protéger ou à mettre en avant. Donc, il est important de rester comme ça en contact avec la société civile et avec nous, associations, pour discuter de ces choses-là. Merci à Barle pour l'invitation. Et Dame, je finis là-dessus. Oui. Ouais. Allez-y. Je voulais rebondir sur... Allez-y. Et donc, juste pour finir là-dessus, donc l'open data, donc les données ouvertes, ou la transparence, ce sont des choses, en fait, qui impliquent qu'il y ait une transparence totale sur les algorithmes, sur le traitement des données, etc. Donc, ça ne peut pas être partiel. Donc, la ville de Marseille, aujourd'hui, nous avait promis, en fait, un moratoire sur la vidéosurveillance. Nous avait promis un audit citoyen de la vidéosurveillance. Tout ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a un nouveau marché de maintenance des caméras de surveillance qui prévoit d'étendre le dispositif. Nous avons également très peu d'open data et de transparence là-dessus. Et du coup, je voulais alerter là-dessus parce que c'est important, en fait. C'est une culture à avoir. Je sais on a pris l'alerte. Je suis désolé, le temps est limité. Ouais. On a pris l'alerte et Christophe Hugon, il répondra à la fin sur le big data, la tranquillité. Mais je voudrais juste rebondir sur d'autres points parce que la matière est riche, mais c'est dommage de juste focaliser là-dessus. On a compris qu'il y a un sujet et qu'il faut en parler et qu'il y a un procès qui est en cours et qu'il y a une attente très forte par rapport à la ville de Marseille et c'est très normal. Et donc, il répondra et on pourra faire un débat avec vous là-dessus et échanger. Je reviens juste au début de ce que vous avez dit sur le logiciel libre, sur le fait qu'on est entouré de logiciels libres et qu'on ne le sait pas, que c'est une bonne nouvelle, sur le fait qu'on peut vivre sans Google, en gros, vous le faites depuis 10 ans, et ça, c'est quelque chose qui peut-être n'arrive pas au grand public. Donc, s'il y a des journalistes qui sont présents, si vous voulez raconter l'histoire d'Eda qui vit sans Google depuis 10 ans et qui vit très bien, qui enseigne, qui travaille, qui se connecte et qui vit dans l'informatique, ça serait intéressant de rendre ça visible et plus visible. De nombreuses alternatives existent et vous en avez parlé. Et c'est un point important. Et il y a aussi des outils à grande échelle qui peuvent être utilisés par les collectivités locales, puisqu'on est dans un cadre organisé aussi pour et avec la ville de Marseille. On avait parlé de OpenStreetMap. Peut-être juste dire un mot de OpenStreetMap avant de passer la parole à Audrey Vermeulen du LICA qui travaille sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais je vous promets, Eda, qu'on reviendra sur le point Big Data à la fin. C'est pas, voilà. Oui, d'autant plus que nous avons, ça fait longtemps que nous demandons un rendez-vous à M. Hugon et à M. Ohanessian et on est là. C'est important de garder ce contact avec la société civile et avec les associations. Donc, pour revenir sur sur les logiciels libres, les données ouvertes, etc., nous avons deux très beaux exemples d'écosystèmes libres qui sont Wikipédia d'abord et OpenStreetMap. Donc, Wikipédia, nous connaissons tous, l'encyclopédie libre participative qui existe depuis 20 ans et qui n'est pas juste un logiciel libre derrière, mais ce sont des données ouvertes qui nous appartiennent à tous et que nous pouvons utiliser, copier, redistribuer, etc. Donc, nous avons de la même façon OpenStreetMap, qui est un écosystème autour de la cartographie libre, donc c'est un peu l'équivalent de Google Maps, mais en beaucoup plus riche parce qu'il n'y a pas juste le logiciel et l'interface graphique qui sont libres, qui sont pour tout le monde, mais il y a aussi un écosystème très riche de données OpenStreetMap derrière, qui, par exemple, ce sont des données de toutes les pharmacies ouvertes, de toutes les pharmacies de garde, de tous les points d'eau, d'arrivée d'eau, de tous les points d'eau pour les pompiers. Donc, ce sont vraiment des données. Il y a le cadastre de la France et du monde entier qui est souvent dedans. Donc, ce sont des données qui peuvent vraiment servir les autorités publiques parce que ce sont des données ouvertes. Et elles peuvent, du coup, les prendre, analyser des choses, en tirer des conséquences, etc. Donc, ce sont des écosystèmes participatifs. Nous y collaborons tous. Il n'y a pas une boîte, une grosse boîte, des gros monopoles derrière
qui sont à la base du système, et les données, du coup, nous appartiennent. C'est un peu comme l'hôpital public, comme la santé, comme les écoles, etc. Et donc, je finirai par dire qu'il est très important de mettre en avant ces choses-là. La ville de Marseille a signé le pacte du logiciel libre. Donc, le printemps marseillais l'a signé avant les élections. Donc, qui engage la ville, du coup, à mettre en place le plus possible de logiciels libres et d'écosystèmes libres à Marseille. J'encourage vraiment la ville à aller là-dedans parce que c'est quelque chose vraiment qui aide. Nous travaillons avec MIS Connect contre la fracture numérique. Et aussi, je voudrais juste finir sur une dernière chose. J'ai beau être informaticienne, c'est mon outil de travail, j'adore le numérique, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faudrait peut-être, dans une ère où l'écologie devient problématique, où nous sommes dans une crise écologique sans précédent, sur est-ce qu'il est vraiment utile de mettre en place certaines technologies numériques, de réfléchir en amont, de mettre en place quoi que ce soit. Parce qu'il y a un coût écologique matériel, il y a un coût écologique social au numérique, il y a un coût écologique énergétique. Et il serait bien bon, en fait, de toujours réfléchir et de calculer ce coût, ce bénéfice-coût, en amont, avant de mettre en place n'importe quelle solution technologique, que ce soit des smart bidules ou que ce soit des drones pour faire telle ou telle analyse. Ce serait vraiment, vraiment intéressant d'avoir en amont une analyse de l'impact écologique de ces solutions et aussi de l'impact social. Par exemple, dans les cas de fracture numérique, le numérique n'est pas toujours une solution. Donc, dans la fracture numérique, il y a besoin peut-être d'un accompagnement humain, social, etc. Donc, voilà, merci beaucoup, Eda. C'est très riche et ça fait bien la transition avec Audrey Vermeulen sur voilà, le numérique pas à tout prix et pas tout le temps et à quoi ça sert avant, réquestionner le pourquoi. On n'a pas pu parler parce que le temps est limité, mais on avait eu aussi un riche échange sur parce que il y a une question là-dessus sur le numérique pour la démocratie participative, la démocratie citoyenne. Et donc, on a parlé de l'exemple avec EDA de Barcelone et de Decidi, mais du logiciel de participation quasi continue avec les citoyens, qui peut être un exemple inspirant et qui est sûrement à aller visiter et à aller documenter dans le cadre du projet d'Assemblée citoyenne du futur, porté aussi par la ville de Marseille et initié par Sébastien Barle. Donc, en effet, le numérique et la participation citoyenne, c'est aussi un levier intéressant. Mais on va parler d'éthique. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur avec Audrey Vermeulen du LICA. Évidemment, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on se dit qu'on va nous noyauter le cerveau et qu'on va nous manipuler. Et donc, toujours pareil, comment est-ce que ça a du sens de mettre de l'éthique ou est-ce que finalement on fait de l'éthique washing quand on parle de ça? Comment vous prenez les choses au LICA? C'est une très bonne question. Je me permets, comme Eda, en fait, déjà de rebondir sur ce qu'elle a dit parce que finalement, elle fait une bonne introduction au sujet. Du coup, je donne 30 secondes au sien. Je peux confirmer qu'on peut vivre dans le libre depuis plus de 10 ans aussi. Et j'avais une agence d'archi avant dans une autre vie et on était 100% en logiciel libre et ça marche très bien. Et il faut y aller, tout simplement parce qu'ils ont aussi des politiques justement de sobriété dans ce qu'ils vont utiliser comme outils, comme moyens, comme technologie et aussi comme énergie. Donc, pour revenir sur la question de l'éthique, on va dire de l'intelligence artificielle, mais ça vaut souvent pour le numérique en global. Au LICA, on a une approche qui va être de se servir justement de la question de l'intelligence collective pour avoir une réflexion la plus étendue possible. On a parfois une tendance à penser l'éthique de l'intelligence artificielle sur une vision très restreinte qui va être de ne pas toucher à l'éthique de la donnée, qui est fondamentale. Mais on ne va pas aller chercher tant que ça l'impact écologique, et je rejoins Eda, c'est fondamental d'y réfléchir et d'aller plus loin que ça aussi. C'est-à-dire que les outils ne sont pas neutres, ils ont des impacts sur notre cognition, ils ont des impacts sur notre façon d'être en société, notre façon de faire, sur tout un tas de choses. On a dans notre vie une énorme place sur l'intelligence, sur le numérique, et l'intelligence artificielle se tisse de plus en plus. On ne la voit pas forcément, et on a une vraie réflexion à avoir. Donc, au LICA, on a développé une formation, mais surtout un accompagnement à comment faire. On a beaucoup de chartes maintenant, ça y est, il y a des chartes éthiques de l'intelligence artificielle. Je vous recommande d'ailleurs la Déclaration de Montréal à lire, qui est une bonne base. L'UNESCO s'y est mis, l'Europe aussi. Mais l'idée, c'est de comment. Et donc, comment est-ce qu'on peut concevoir une intelligence artificielle qui soit éthique? Eh bien, c'est déjà de le faire en touchant toutes les personnes qui vont être impactées de près ou de loin, de réfléchir aux externalités positives et négatives et de faire cette balance. Et Dal disait, mais il y a vraiment une réflexion à avoir quand on utilise un outil numérique et surtout l'intelligence artificielle, quand est-ce qu'il est juste.
Olivier le disait bien tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est fabuleux parce que ça va là où on n'est pas capable d'aller. Et en termes de biodiversité, de gestion de grandes quantités de données, c'est peut-être aujourd'hui le seul outil qui pourra aller aussi vite que tout ce que l'on détruit. Donc, d'un côté, on a quelque chose d'extrêmement puissant qui peut être un vrai bras armé pour lutter contre des destructions qu'on fabrique. D'un autre côté, la grande majorité du numérique aujourd'hui est destructeur. C'est-à-dire qu'il est justement extractif, qu'il n'a pas du tout de respect ni de données ni quoi que ce soit et qu'il n'a qu'une vocation qui va être plutôt de la captation de l'attention, de la captation financière et qui n'est pas mis au service d'eux. Donc l'idée de penser l'intelligence artificielle comme un commun, c'est vraiment quelque chose de partagé et qui soit gouverné comme un commun est notre démonstration. Enfin, c'est notre vision finalement d'une IA. On va dire qu'on va prôner majoritairement du low-tech et de temps en temps du très high-tech parce que là c'est juste, parce que là c'est pertinent. Après, l'éthique, c'est pas blanc ou noir, c'est quelque chose de dynamique. Donc l'idée, c'est d'avoir la construction d'une éthique qui se fait progressivement avec justement un comité d'éthique citoyenne. On peut prendre la Convention pour le climat comme un très bon exemple de choses qui pourraient être mises en place pour concevoir des services d'intelligence artificielle qui soient éthiques. Et alors justement, peut-être une fois avoir posé ces principes cadres et sur l'éthique, est-ce qu'on peut le décliner sur un exemple concret à Marseille de sujets, de besoins humains, de secteurs d'activité sur lesquels vous dites, par exemple, là, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on pourrait faire avec un tel et un tel pour montrer qu'on peut réconcilier cette intelligence collective, cette intelligence artificielle et puis le respect de l'environnement? Oui, bien sûr. En fait, à Marseille, mais ça pourrait s'appliquer partout, on peut avoir une dimension de santé. C'est un sujet qui est très particulier justement en éthique parce qu'on peut avoir une pensée éthique qui soit globale, mais finalement l'éthique dans l'IA, elle va être comme partout, c'est-à-dire qu'elle est vraiment au cas par cas. On pourrait travailler par exemple sur les données actuellement qu'il y a à l'Institut Paoli-Calmette et travailler sur des algorithmes qui vont aider justement à la détection des cancers. On a des exemples qui sont extrêmement précis là-dessus, mais on ne peut pas le prendre que comme ça. On ne peut pas le voir en solutionner une technologie qu'il faut travailler avec les patients et avec les médecins pour réfléchir à l'acceptabilité aussi d'un tel processus. C'est-à-dire vraiment, quand on pense un projet, il faut le faire avec l'ensemble des gens et pas juste avoir une pensée, on va solutionner quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui doit aussi être travaillé collectivement. Sur la biodiversité, on peut effectivement, Olivier est un excellent, donne de très bons exemples avec ces outils. On peut utiliser l'IA au service de la biodiversité. Aujourd'hui, en ce moment même, au LICA, on travaille sur un projet avec des grosses questions éthiques, avec beaucoup de données, de données ouvertes qui vont avoir lieu sur la biodiversité. Et justement, quand on va produire beaucoup d'open data, l'exemple, par exemple, c'est que certaines personnes seront ravies d'avoir des données ouvertes sur la biodiversité. Je prends l'exemple de braconniers. Il y a une question éthique qui s'y pose. Quand on ouvre, quand on crée de la donnée, quand on crée du savoir, qu'est-ce qu'on va fabriquer derrière? Donc, aller un petit peu plus loin, chercher les externalités et penser des éthiques qui soient finalement par projet. Et localement, on aurait vraiment des choses à faire au niveau social aussi. C'est considérable, juste comprendre finalement où on en est, avoir une anticipation aussi par exemple, le projet d'accompagner à la médiation numérique. On pourrait avoir une petite anticipation là de comment on pourrait mettre ça en place et limiter aussi les choses qui ne servent à rien. Je rejoins aussi Eda sur la question de la surveillance. Je vais sur l'autre côté plutôt négatif. La reconnaissance, le contrôle par l'intelligence artificielle pose de vraies difficultés. L'éthique de ces sujets-là a déjà été étudiée dans plusieurs villes dans le monde. On pourrait avoir des comités citoyens marseillais qui prendraient ça en charge et qui feraient le calcul du coût bénéfice-risque sur ces outils. Merci beaucoup, Audrey. Il y a beaucoup d'échanges là, ça commence à chauffer sur la discussion au sens noble du terme et c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a 2-3 questions que vous voulez partager alors, à nos 3 précédents intervenants ou à tous les intervenants? On voit bien qu'il y a des tensions fortes et que le sujet est toujours ambivalent, à la fois sur la force de destruction et la force de construction du numérique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Lilan ou Eda voulait rebondir sur ce qui a pu être dit? Je regarde en même temps. C'est un bonheur d'animer une table ronde sur Zoom, c'est infernal. Donc, j'espère vous voir bientôt de vive voix et de visu. Et c'est beaucoup plus intéressant et stimulant. Est-ce que
Tariq, est-ce que tu me permets justement, je me permets un petit rebond par rapport à ce que tu viens de dire par rapport au Covid. Un exemple, par exemple, d'éthique de l'intelligence artificielle. On peut avoir une tendance à mettre de l'IA en pensant que ça va tout solutionner. Et en fait, l'IA consomme énormément d'énergie, de données. Et parfois, eh bien, un simple algorithme beaucoup plus simple en calcul haute performance va être beaucoup plus précis et en plus consommera considérablement moins d'énergie. Parfois, on peut avoir une tendance aussi à avoir un espèce de truc génial dans l'IA, alors qu'à côté, on a des bonnes vieilles méthodes qui marchent bien. Ça a été le cas notamment pour le Covid. On a travaillé sur des algorithmes de prédiction du Covid et il s'est avéré que l'outil algorithmique simple en calcul haute performance était bien plus efficace que les outils d'IA. D'ailleurs, maintenant, c'est celui-là qui reste par rapport aux autres. On retient aussi ce que vous disiez, Audrey, sur finalement le low-tech autant que possible et le high-tech quand c'est nécessaire. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement et on en a besoin, notamment pour aborder la complexité ou sur certaines technologies. Et donc, ça peut être une bonne première ligne de conduite intéressante, tout comme le fait qu'on le redit, mais on peut utiliser à beaucoup plus grande échelle les logiciels libres et que ça marche, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'être un militant ou d'être engagé. Voilà, c'est quelque chose de grand public. Peut-être sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux alternatifs, des messageries alternatives? Donc, Eda, opine du chef, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion, comme ça on aura des éléments. Une question qui s'adresse à tout le monde, y compris les participants, c'est sur la sobriété numérique. Donc, le numérique, ça consomme de l'énergie, on le sait, ça consomme des métaux, ça consomme des ressources rares. Et donc, on aura beau faire des instruments plus écologiques, moins consommateurs, comme on est de plus en plus nombreux et qu'on développe les puissances, on augmente l'extraction, comme disait l'un d'entre vous. Est-ce qu'il y a des conseils simples ou des bonnes pratiques que vous voulez partager sur l'usage des outils numériques au quotidien qui marchent, que vous avez éprouvés en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que famille, et des choses très simples, hein, sans être dans quelque chose de compliqué, mais ou si vous avez des liens autour de ça, n'hésitez pas à les partager parce que on en parlait juste avant le début de la rencontre sur, par exemple, le fait d'envoyer un SMS ou d'envoyer un mail ou d'envoyer une pièce jointe dans un mail, ça n'a pas le même impact environnemental. Et donc, il y a plein de techniques et de tips, de bonnes pratiques qui peuvent être partagées et qui, bien sûr, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde, mais commencer par donner l'exemple, c'est toujours bien, et qui peut être développé à grande échelle dans les organisations. Et je pense à la ville de Marseille, mais à toutes les entreprises, à toutes vos organisations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des liens vers des bonnes pratiques, des bons usages de sobriété numérique qui marchent et que derrière, vous arrivez aussi à dire combien de CO2 ça économise, voir un peu l'impact réel que ça nous intéresse et on diffusera et on partagera à grande échelle. D'autres questions avant de donner ou d'autres rebonds, y compris des premiers intervenants? On a balayé beaucoup de sujets. Évidemment, il faudrait des jours et des jours pour rentrer vraiment dans la complexité de tous ces sujets, mais je trouve pour ma part impressionnante la diversité des acteurs et de la force de frappe et l'expertise qui est déjà rassemblée, ne serait-ce que sur ce petit panel. Et donc, faire que Marseille soit une ville où on arrive à réconcilier cette intelligence artificielle, l'intelligence collective citoyenne et l'intelligence naturelle, c'est un beau défi et on sait pas comment faire, mais on a envie d'y aller. Donc, c'est peut-être ça aussi le chemin de la Cité des Transitions. Donc, s'il y a une dernière question, un dernier rebond avant de donner le mot de la fin à Christophe Hugon, qui a été interpellé aussi sur l'engagement de la ville et les promesses et les actions en cours par rapport aussi à des dossiers qui étaient issus du passé. Pas d'autres interventions? Non? Ça vous laisse sans voix. Très bien, ça veut dire qu'on va finir dans les temps. Merci à toutes et à tous. Donc, je laisse le mot de la fin. Ouais. Voilà. C'est comme les mariages, hein, c'est maintenant ou jamais. Donc, il y a quelqu'un qui parle? Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Renaud Francou, c'est juste un petit mot. Enfin, j'ai pris la conf en cours de route, j'en suis bien désolé. Je connais certains d'entre vous. J'ai travaillé pour la FING pendant longtemps. C'est juste pour signaler que j'ai coordonné un gros document qui s'appelle Numérique et environnement, qui a 2 ans de ça, et comme tout ce que publie la FING, donc association sur les usages de l'Internet, c'est librement
diffusé, diffusable en Creative Commons. Il y a plein de sujets, plein de choses, et on a recensé aussi beaucoup de ressources, un gros boulot de tous les acteurs qui travaillent, pas que à Marseille, hein, en national, international, sur ces sujets-là. Donc, je vous posterai ça dans le chat. Sachez que ça existe et c'est fait pour circuler. Donc, voilà, je le mentionne juste. Merci beaucoup. Merci Renaud. Tu nous fais tourner la tête à tous les sens du terme. Donc, à la fois avec la vidéo et avec ta promesse de bible de solutions et de liens. Donc, très preneur. Si tu peux l'envoyer dans le fil du chat, c'est super. Je vais faire ça de suite. Voilà. Une autre intervention avant la fin du mariage? Oui, moi, je voudrais juste faire un tout petit bémol à ce niveau-là. L'industrie de l'informatique a énormément progressé quand même ces dernières années sur ce qui est de la consommation énergétique. Et bon, les data centers sont quand même de plus en plus verts. Les smartphones ont quelque part aussi beaucoup fait de progrès en ce sens, puisque un des principaux enjeux du smartphone, c'est d'essayer de le rendre le plus utile le plus longtemps possible. Et donc, sur la batterie, on fait aussi des très, très gros progrès. Donc, il y a quand même dans cette industrie, l'industrie de l'informatique, une capacité d'avancer assez rapidement sur ces sujets. Alors certes, sur les métaux précieux, etc., rien n'est fait pour l'instant. Tout est à faire. Et le réemploi, la recyclabilité, la réparabilité, tous ces sujets sont complètement en friche et il y a encore tout à inventer. Mais sur la question de l'énergie, les progrès ont été phénoménaux. Voilà, c'est juste pour faire un petit bémol. Merci. Merci beaucoup. Et Olivier Pointé a transmis le Fairphone, qui est une approche alternative du recyclable du téléphone. Et il y a aussi Back Market, qui est une plateforme de téléphone reconditionné. Audrey, oui. Oui, je disais, en fait, ce genre de technologie, on optimise. Effectivement, c'est assez considérable les efforts qu'on a pu faire sur la consommation et même sur la fabrication, sauf qu'on en consomme de plus en plus. Et qu'en fait, ce que l'on gagne d'un côté, on l'a perdu et on a quand même une augmentation de 6% du numérique par an. Ce qui fait que même si celui-ci, en fait, est optimisé, pour l'instant, la question maintenant va se poser, question des usages. Il faut vraiment que les deux, en fait, soient optimisés. C'est vrai qu'il y a un vrai effort au niveau numérique pour limiter les data centers sont de plus en plus propres. Clairement, il y a de vrais efforts, mais si l'usage ne suit pas, en fait, l'impact reste là et reste négatif. Donc, il y a vraiment une question aussi d'usage et de sobriété dans juste utiliser moins, c'est-à-dire quand on utilise une vidéo en streaming, ça a beaucoup, beaucoup plus d'impact que n'importe quel mail. Donc, réfléchir aussi quand on l'utilise à… ce serait intéressant qu'on ait des barèmes, le coût d'un mail, le coût d'une vidéo. J'avoue qu'un truc un peu simple et graphique, je me note d'essayer de trouver ça. Donc, on compte sur le LICA pour, avec la ville de Marseille et tous ceux qui le souhaitent, vulgariser un peu comment chacun peut s'engager sur la sobriété numérique par des choses simples, avoir conscience de son impact. On voit bien que sur le numérique, on n'en a aucune idée, en fait, ou on ne veut pas le voir, et continuer, évidemment, les démarches d'amélioration de la performance que raconte Olivier. Christophe Hugon, à vous le mot de la fin. Il y a beaucoup de choses, hein, donc oui, plutôt le mot de la fin, FAIM, hein, tout le monde a faim là, mais prenez le temps, 5 minutes pour réagir et peut-être présenter votre vision. À vous. Alors, 5 minutes, c'est un petit peu court, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On a vu beaucoup d'acteurs. On vous écoutera. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, j'y vais. Vous en faites pas. Prenez le temps qu'il faut. Ouais. Donc, j'aimerais commencer par dire que là, on a une belle vision, une belle représentation de la vie associative à Marseille, qui est vraiment foisonnante, qui est vraiment très dense, qui aborde tous les sujets. Vous avez parlé de système D, de choses comme ça. Moi, je pense que c'est plus que ça. C'est vraiment un tissu fondateur de la ville. En travaillant à la ville de Marseille, je m'en suis encore plus rendu compte. Et là, on a découvert beaucoup de choses. Je pense que les gens ont découvert beaucoup de choses. Ils ont entendu notamment le travail de Hack for Nature, Donut, autour de qu'est-ce qu'on peut faire de la data dans les questions d'environnement, de transition, etc. Il l'a évoqué, la ville de Marseille, donc aujourd'hui est dans un travail d'ouverture de ses propres données et essaye de participer pratiquement directement à Hack for Nature avec cette question des lampadaires, qui est une question réelle
Et j'aimerais préciser qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin parce qu'aujourd'hui, l'open data par les collectivités est vu comme une proposition de jeu de données et les habitants comme des consommateurs. Nous, ce qu'on va essayer de proposer très rapidement, c'est de remettre le citoyen au centre de la donnée et de le mettre au centre des systèmes collaboratifs, en travaillant notamment avec tout ce qui existe dans OpenStreetMap, essayer de faire une porosité entre OpenStreetMap et les données de la ville, c'est-à-dire avoir ce double sens, et organiser un petit peu tout ce qu'on appelle dans le monde, on va dire, OpenStreetMap, etc., des cartoparties, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de travailler sur un nouveau paradigme autour de ces données-là. Il y a notamment des cartographies qui réutilisent les données de la ville des lampadaires et qui permet de le croiser avec des arbres. J'ai montré ça à des élus, notamment Christine Just ou Sébastien Barle, qui ont pu voir ce qu'on peut faire avec la donnée, c'est-à-dire que l'exposition des arbres aux lampadaires, c'est quand même quelque chose d'assez important, parce que ça peut mettre la vie des arbres en difficulté, que ce soit dans les parcs ou dans la rue, mais aussi la biodiversité qu'ils hébergent. Et donc ces sujets-là, on est en train de s'en saisir dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est au bénéfice du monde associatif, des Marseillais, mais aussi des élus, de l'action municipale et de l'administration, ce qui est... on a une vision, on va dire, globale, parce que ça peut être aussi dans l'intérêt du monde économique, ça peut être... Et donc ça, c'est pour le travail autour de la donnée brute et de l'open data qu'on a à Marseille. Et on voit aussi qu'on a aussi des associations, des organisations qui travaillent pour la formation autour du numérique. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on a eu la présentation avec Webforce 3, mais c'est pas on a plusieurs acteurs comme ça qui fonctionnent à Marseille. Je pense notamment à la plateforme que j'ai visitée il y a quelques mois, donc, qui offre des formations ouvertes à tous, sans condition d'entrée, mis à part la motivation, et qui est impliquée dans les enjeux, notamment autour de la mixité dans les formations du numérique. Donc, ce sont vraiment des initiatives passionnantes qui sont au-delà, comme je disais au début, du système D. C'est quelque chose qui fait vivre la ville en profondeur. Alors, autour de la fracture numérique, nous, à la ville de Marseille, on essaie de mettre en place des projets et on est en discussion avec les opérateurs pour essayer de faire en sorte que justement cette fracture se réduise et qu'on ne soit pas juste un laboratoire de la 5G, mais qu'il y ait réellement une volonté qui va dans ce sens, sachant que c'est des enjeux qui impliquent aussi beaucoup l'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pouvoir direct, c'est réellement quelque chose qu'on doit travailler en bonne intelligence avec les partenaires, les autres partenaires, donc les collectivités et l'État. Et dans ce milieu de la fracture numérique et de l'illectronisme, c'est extrêmement important à dire. On a commencé un travail dans les écoles de numérisation. On en commence aujourd'hui en installant des vidéoprojecteurs, donc c'est un petit peu une base, un prérequis, je pense, mais on va essayer d'être dans les limites de nos moyens financiers, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, on a quand même hérité d'une ville qui était vraiment en difficulté et qui nous laisse assez peu de marge de manœuvre, mais ça ne nous empêche pas d'essayer d'être ambitieux, d'essayer de trouver d'autres ressources, des ressources notamment sur les plans de relance, etc., pour essayer d'augmenter la présence du numérique dans les écoles et diminuer cet électronisme dès l'éducation à l'école. C'est une chose qui est assez importante, mais ça s'accompagne aussi avec toutes ces initiatives donc associatives. Donc, on a Emmaüs Connect, mais on a aussi Ordi Solidaire. Et je pense aussi à ces initiatives autour des Fab Labs, notamment dans les quartiers nord, à Passons-nous ou Avec nous, qui sont deux associations assez extraordinaires hein, qui sont en plein milieu des HLM et qui forment à l'informatique, qui donnent accès finalement, à leurs droits numériques, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une notion de bien commun derrière ça, que ce soit dans la donnée ou dans le numérique, il y a cette notion-là, et qui travaillent dans ce sens-là. Ce sont vraiment... ça fait partie de ce tissu-là et qui se développe aussi dans les quartiers nord parce que on ne doit pas avoir de fracture, on ne doit pas maintenir cette fracture géographique qu'on a dans la ville de Marseille, cette séparation quartier nord, quartier sud. La totalité de la ville doit bénéficier de cette lutte contre la fracture numérique. Les questions d'éthique numérique nous préoccupent depuis la campagne. Eda l'a précisé, on a signé donc la charte du logiciel libre. Dans les limites de nos moyens financiers, comme je l'ai dit, parce que le logiciel libre, bien que le logiciel en soi est gratuit, ça ne veut pas dire
que de son utilisation l'est. Il y a réellement un écosystème derrière, il y a des gens qui travaillent, il y a un financement à prévoir, donc ce n'est pas gratuit. Ça, j'aimerais insister sur le fait que le logiciel libre n'est pas gratuit, c'est un vrai milieu de professionnels avec un vrai travail de fond. Malgré tout, l'intérêt du logiciel libre, ça a été dit, c'est de permettre à ses utilisateurs de savoir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Qu'est-ce qu'il advient des données, par exemple, quand on travaille dans l'open data, ça c'est dans le rapport Botorel, le rapport parlementaire, qui nous explique qu'avoir des données, c'est bien, savoir ce que nos outils en font, c'est mieux. Et c'est quelque chose d'assez important. Puis il y a aussi un côté co-développement, ça a été dit. Donc certains logiciels, notamment autour de OpenMairie, EADS et des choses comme ça. OpenMairie, c'est une plateforme qui est soutenue par l'ADULACT, notamment. Ce sont des outils qui sont développés justement par les collectivités et partagés. Filez-moi le micro. Tu t'entends pas mieux, Phileas, quand tu as fait la chasse? Est-ce qu'on peut couper le micro du monsieur avec le joli dessin là? Donc, pour reprendre, on a donc ce côté co-développement, c'est-à-dire que les investissements qu'on met dans le développement du logiciel libre restent et partagés par toutes les collectivités, même les autres utilisateurs. Donc, à la ville de Marseille, on avait déjà une certaine base, ça il faut le dire, il y avait déjà des choses en place. Et aujourd'hui, on a déployé des outils comme BlueMind pour le mail, RocketChat pour les discussions. Et donc, on a toute une série de logiciels. Et récemment, j'ai présenté une petite feuille de route expliquant pourquoi est-ce que, pour des raisons à la fois éthiques, techniques et d'efficacité, le logiciel libre était vraiment une piste à prendre extrêmement au sérieux. Donc, ça sera toujours dans la limite de ce qu'on peut faire techniquement, évidemment, ou surtout budgétairement, mais il y a quand même cet élément qui est très important. Alors, je garde le meilleur pour la fin. Donc, toutes les questions de vidéo protection et de big data de la tranquillité publique, qui est une très grosse préoccupation pour nous aussi, parce qu'on hérite de quelque chose pour lequel la région et l'Europe ont mis de l'argent, qui nous engage très fortement, qui est très difficile à lâcher immédiatement. Donc, on a mis en place ce moratoire. Alors, effectivement, je sais à quoi fait allusion, on a fait allusion par rapport à ce développement. Par rapport à… Voilà, c'était un engagement qui avait été pris par l'ancienne majorité. Cette maintenance, ce déploiement qui, par rapport à l'échelle de tout le système, est un petit peu marginal, mais qui existe quand même. Aujourd'hui, donc durant ce moratoire, il y a les services qui sont en train de préparer un bilan et essayer de présenter vers quoi cette vidéoprotection s'oriente, et on va entamer, on entame même un débat interne sur qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc, on pourra, lorsque ce débat sera et que les décisions, les arbitrages politiques seront faits, on pourra plus facilement communiquer dessus, mais c'est pour donner un petit peu la situation dans laquelle on est. Quant au big data de la tranquillité publique, qui a été présenté rapidement, il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, il ne faut pas surestimer les délires de protection de l'espace public qui ont pu être donnés de la part de l'ancienne majorité. Qui survendaient des choses qui sont à la fois techniquement très difficiles, voire impossibles, et légalement au-delà de la limite. Donc, les outils qui sont en place aujourd'hui, c'est surtout des outils de gestion de l'espace public, donc, dans lesquels on peut voir les événements culturels, les marchés, ce genre de choses. Et on n'en est pas du tout à ce délire qu'essayait de mettre en place l'ancienne majorité. Et ça fait partie de la discussion aujourd'hui. Mais on ne va bien sûr pas utiliser les données réseaux sociaux, etc., pour prévoir ce que les gens feront, etc. On va essayer, au contraire, d'essayer de capitaliser sur ce dont on hérite, pour lequel la ville a déjà investi énormément, la région et l'Europe, comme je le disais. C'est indiqué dans le budget primitif. On va essayer de transformer ce projet en un vrai projet
qui nous ressemble. Donc, ce débat n'ayant pas encore eu lieu, je ne peux pas déjà présumer de ce que ça donnera. Mais malgré tout, ça prend du temps. Ce sont des choses qui prennent énormément de temps parce que la machine, ça c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant en tant qu'élu municipal. La machine administrative de la ville est une machine extraordinairement lente. Dès qu'on veut faire quelque chose, ça prend quand même vraiment beaucoup de mois. Donc, je comprends la frustration qu'il peut y avoir sur des sujets aussi sérieux, aussi importants que cela, parce que j'en ai énormément moi-même. J'aimerais que ce soit quelque chose qui soit déjà réglé. Mais malgré tout, voilà, il y a un travail qui se fait autour de ça. Et voilà. En conclusion, j'aimerais juste parler de... donc, rebondir à nouveau sur les idées de capteurs et de données, parce que c'est le cœur de ma délégation. Aujourd'hui, on s'engage à la ville de Marseille sur des projets qui sont, par exemple, sur les plages du Prado, les pelouses du Prado, l'installation de capteurs de chaleur et d'humidité qui permettent d'optimiser l'arrosage, de faire un arrosage efficace. Et donc là, on parle donc de données et d'électronique qui effectivement ont un coût écologique qu'on ne peut pas nier, mais par contre, sur lequel on veut justement augmenter l'efficacité autour des flux, autour de l'empreinte écologique qu'on peut avoir. Et c'est là où on revient sur ce que disait Olivier au tout début, c'est-à-dire que le numérique et son impact sur la nature, c'est surtout l'utilisation qu'on en fait. Si c'est pour faire des milliers et des milliers de selfies qui ont un poids gigantesque, et bien là, c'est une empreinte très forte pour un bénéfice extrêmement minime. Si on a des projets qui sont réellement dans un réel objectif de transition, d'écologie, là, on peut avoir un retour très, très positif. Voilà, je pense que là, j'ai fait un peu le tour de tous les sujets. Si j'en ai oublié un en particulier, je m'en excuse. On a parlé de tellement de choses. Merci beaucoup Christophe Hugon. En effet, c'est un bon panorama. Évidemment, dans une conférence normale, physique, il y aurait plein de gens qui viendraient vous voir, il y aurait des échanges à la fin. Donc, s'il y a des échanges, ils vous contacteront par la suite, mais je pense que ça a mis le cadre. On arrive au terme de ce quatrième lundi de la transition, dédié donc au numérique et à la transition, qui était très riche. En synthèse, pas en synthèse, mais pour atterrir, dire qu'à Marseille, on a la chance à la fois d'avoir une intelligence collective très forte, très puissante. On l'a vu avec le tissu associatif, avec aussi l'engagement de la ville et puis la mobilisation des entreprises et des acteurs de la formation, donc avec Force 3 par exemple. On a une intelligence artificielle aussi dynamique avec, on a parlé de l'école centrale Marseille, de centres de recherche, de capteurs, de data et d'autres acteurs type start-up comme Natural Solutions. Et on a aussi une intelligence de la nature. Marseille est immergée dans la nature, entourée et bénie des dieux de la nature. Et donc, tout l'enjeu, c'est de relier ces trois intelligences au service du bien commun. Et l'endroit pour le faire, c'est le LICA, c'est ça, Claire et Audrey. Et donc, on donne rendez-vous pour un apéro de visu, dès que c'est possible, au LICA, à tout le monde, à tous ceux qui ont pris le temps de se connecter aujourd'hui, pour continuer ces débats passionnants et se dire, avec ces trois forces, ces trois intelligences, on va peut-être réussir à faire une belle transition à Marseille. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses et qu'on souhaite continuer. Merci à tous et puis bon appétit. À très bientôt pour la suite des aventures. Le prochain lundi de la transition dans un mois. Et restez connectés et attention à l'excès de numérique. Au revoir.